les semaines pour les sessions d'information sur françaisalétranger.fr, le média pour les francophones expatriés. Alors aujourd'hui, on va essayer de tout comprendre sur le divorce international pour les Français vivant à l'étranger et on va particulièrement parler aussi de l'Afrique aujourd'hui. Alors, nos deux expertes du jour sont Valérie Chamontin, avocate au barreau de Lyon, après avoir été expatriée à Shanghai et à Ottawa pendant 10 ans. Elle se déplace régulièrement à Dakar. Valérie souhaite partager avec Sophie, ici présente, une méthode d'accompagnement efficace et respectueuse pour un divorce à l'amiable simplifié pour les Français de l'étranger. On a donc, comme vous l'avez compris, Sophie Moril-Weber qui l'accompagne, avocate au barreau de Nice, pratiquant le droit international de la famille, comme sa consoeur. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, en plus on a rajouté, parce que c'est pas la première fois que Valérie et Sophie interviennent, on a rajouté quelques slides pour un petit peu pouvoir euh, avoir un visuel sur les propos et l'échange aujourd'hui. Donc n'hésitez surtout pas à regarder en plein écran sur un ordinateur afin d'avoir toutes les informations et de prendre des notes. Tout ça, c'est enregistré, donc vous pourrez le revoir sur YouTube, Facebook, LinkedIn. Et je vais tout de suite donner la parole à Sophie qui va démarrer son propos. Bonjour Sophie. Bonjour Romain, merci de nous accueillir sur ce média. Valérie et moi sommes ravis d'exposer notre méthode pour le divorce international, qu'on appelle le divorce international simplifié. Si vous êtes en position de séparation, en séparation, vous êtes au bon endroit. J'ai été également expatriée en Chine, en fait, comme Valérie, mais pas à Ottawa. Et donc, nous avons l'expérience de l'expatriation. Nous sommes rentrés en France et nous vous présentons aujourd'hui une solution qui est une solution à distance que Valérie va vous détailler. Et on va aujourd'hui faire comme une immersion, c'est-à-dire vous allez nous parler, moi je vais, enfin, nous parler comme si vous nous parliez. Nous, on va faire comme si on vous écoutait et on va vous décrire notre process, notre approche pour arriver à un divorce amiable qu'on fait entériner par la suite dans des conditions qu'on va vous décrire. Parfait, moi ça me va. Bon, bienvenue à tous. On va passer au slide. Non, c'est moi qui vais bouger les slides. Alors, bienvenue à tous. Je suis Valérie Chamontin. Je suis contente de retrouver. Et on avait déjà fait une première présentation et on a voulu cette deuxième, toujours sur la même thématique, mais parce qu'on l'a enrichi et on va vous proposer un format plus proche de vous, on l'espère. On va vous intégrer beaucoup plus. Et toujours dans l'idée que nous sommes deux avocates qui travaillons de manière indépendante, mais dans le même domaine, avec une expérience et un constat qui est que votre éloignement géographique peut créer de l'isolement à un moment de votre vie, vous envisagez une séparation, et que les réseaux sociaux, qui sont une source de soutien, de partage, quelquefois vont vous apporter des informations qui ne colleront pas à votre propre situation. Donc on s'est dit, à nouveau, partageons notre expérience, partageons ce que nous savons et ce que nos clients nous ont appris ces dernières années. Et on vous offre cette présentation sous la forme d'un rendez-vous qui se veut le plus léger et le plus clair possible. Voilà, et donc on va rentrer, si vous êtes d'accord, et on vous remercie d'être présent aujourd'hui ou ces prochains mois. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour vous proposer notre solution qui est un divorce en France à distance et qui est plus intéressant encore pour les Français qui résident dans des pays avec des ordres publics qui sont incompatibles avec le droit français, il n'y a parfois pas d'autre solution que de divorcer en France plutôt que de divorcer dans un pays avec un jugement qui ne pourra pas être mis en exécution en France car contraire à nos lois. C'est la raison pour laquelle les Français de l'Afrique sont pour nous des personnes qui ont encore plus besoin de pouvoir divorcer et à distance et en France.
Donc, notre proposition, c'est de commencer par un entretien informel. N'est-ce pas, Valérie? J'entame sur ce sujet. Oui, je pensais on pouvait dire un petit mot sur nous parce que on a de l'expérience, mais on peut parler un petit peu de notre clientèle qui se trouve un peu partout, si tu veux. Ah oui, donc, on devrait acheter une map monde pour mettre des pins. Donc c'est le Chili, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, les pays d'Europe, l'Australie, la Corée, la Chine. Voilà, donc on a la chance de faire le tour du monde des droits de la famille et de voir à quel point les variations font que les situations sont incertaines, on va l'expliquer tout à l'heure et in fine, et que en fait nous on offre une négociation. Et pour parler de nous, effectivement, c'est vraiment notre expérience qu'en fait, quand on a négocié des accords qui sont en France, c'est sans surprise. Et donc, on est certain d'avoir un jugement qui est valable et qui est opposable partout. Voilà. Alors, sachant que nous sommes à nouveau je précise, deux avocates qui travaillent dans deux cabinets qui n'ont rien à voir en commun, on pratique le même droit, mais dans le respect de nos règles déontologiques. C'est-à-dire que quand vous allez peut-être nous contacter l'une ou l'autre pour un premier entretien qui, je vous le précise, et on vous le redira à la fin, vous est offert, si vous venez de la part de cette intervention, eh bien, nos échanges avec notre client sont complètement confidentiels. Ça vous permet d'avoir un espace où vous allez pouvoir vous confier, expliquer votre problématique. Mais après, Maître Weber et moi, on a l'habitude, on va dire l'expertise de travailler à deux dans un contexte international, ce que certains autres avocats n'auront pas, puisqu'ils auront une vision franco-française. Ils n'auront pas la vision de 360 que nous avons, c'est-à-dire tenir compte de votre contexte, la question des visas qu'on va évoquer tout à l'heure, etc. Donc, on apporte quelque chose, c'est qu'on a vécu ce que vous vivez et qu'on va donc vous accompagner. Mais c'était tout ce qu'on voulait dire sur nous, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être concentré sur vous. Et c'est là où notre entretien virtuel commence, si vous êtes prêts. Alors, donc, cet entretien commence par une prise de contact par email avec éventuellement un petit résumé que vous m'adressez. Et ensuite, on démarre une visio ou un appel téléphonique et là, vous me racontez. Vous me racontez l'historique avec vos mots, même si c'est pas ordonné, mais décrire la situation actuelle, décrire ce que vous souhaitez, ce qui est compliqué, les doutes que vous pouvez avoir quant à divorcer dans le pays où vous êtes, divorcer en France, quels sont les avantages. Donc voilà, j'écoute, je pose des questions, vous me parlez, et au bout d'un certain temps, du coup, je deviens proactive à poser quelques questions, et c'est un entretien qui est destiné à ce que vous vous racontiez et que au fil des mots, je puisse déjà commencer à me dire, est-ce que le divorce en France est possible? Est-ce qu'il y a des problématiques qui vont arriver? Est-ce qu'il y a un accord déjà global, mais est-ce que le dialogue est possible ou pas? Quels sont les souhaits? Quels sont les points d'accord et de désaccord? Donc cet entretien-là est fondamental. D'abord, on fait connaissance et c'est la raison pour laquelle on pense que c'est vraiment important de commencer comme ça. Et voilà la manière dont je procède. Après, j'indique, je récapitule un peu ce que j'ai compris et je précise quelles sont les suites possibles qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais toi, Valérie, tu fais pas Voilà, comme... même chose. On va dire que cette première partie de notre rendez-vous commence par vous, toujours. Vous êtes au cœur de tout. Nous, on va effectivement vous écouter, donc je vous écoute. Personnellement, j'aime travailler en recréant le fil chronologique de votre parcours de vie.
Qui étiez-vous avant la rencontre de votre conjoint? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? À quel moment vous êtes marié? Et je trace un trait. D'ailleurs, je vous invite à déjà le préparer. Prenez une feuille de papier et mettez comme ça toutes les étapes clés de votre vie, la naissance de vos enfants, les pays dans lesquels vous avez vécu et toutes les étapes de votre vie, les achats, parce que les investissements patrimoniaux doivent intervenir. Et selon les dates, selon les pays, cela déjà nous apporte, à nous, avocats, des informations très utiles sur les conséquences, sur comment est-ce qu'on va partager tout ça. Et donc voilà, et c'est vraiment en ayant confiance avec votre avocate, en vous livrant et en toute confiance, et encore une fois dans la confidentialité de l'échange avec moi, eh bien, on pose la pierre fondatrice, et c'est la première étape, et vous verrez qu'elle sera déterminante. Ensuite, la deuxième partie du rendez-vous, pardon, excuse-moi Sophie, hein, je présente. La deuxième partie du rendez-vous, on va rentrer en profondeur. Ça va devenir un peu plus technique et je laisse la parole à Sophie. Ça commence par la question des régimes matrimoniaux. Une des questions fondamentales qui est en général posée d'entrée de jeu, c'est la question: où vous êtes-vous marié? Avez-vous rédigé un contrat de mariage? Depuis combien de temps êtes-vous dans votre pays actuel de résidence? Le régime matrimonial n'est pas forcément celui que vous imaginez avoir, car quand on habite plus de 10 ans dans un pays, et de manière continue, à compter d'une date, on précisera, c'est assez technique, mais le régime matrimonial peut changer, c'est une mutation tacite, ça s'appelle. Donc on peut se marier en France sous le régime de la communauté sans contrat et se retrouver dans un pays dans lequel le régime de droit est le régime de séparation de biens, et du coup se retrouver, par exemple, comme au Maroc, se retrouver à découvrir des années après qu'on est sous le régime de la séparation des biens. Donc là, la question des régimes matrimoniaux est fondamentale. Et d'ailleurs, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas forcément l'intention de divorcer, mais qui connaissent d'autres personnes qui ne veulent pas forcément divorcer non plus. Mais la question du régime matrimonial est fondamentale. C'est le régime des biens, c'est le régime du partage, c'est le régime en cas de succession. Et il est toujours possible, ça c'est vraiment une aparté hein, qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais de changer de régime et n'en a un pour revenir à celui qu'on pensait actuellement ou en adopter un autre. Donc la question du régime matrimonial est fondamentale car elle va entraîner des conséquences pécuniaires tout à fait impactantes sur les conséquences de votre séparation. Et voilà, donc comment ça se passe concrètement pour vous, puisque finalement aujourd'hui ce rendez-vous est là et vous êtes peut-être en train de prendre des notes. Eh bien, vous devez vous interroger. Est-ce que quand je me suis mariée, eh bien, on est allé voir un notaire? Est-ce qu'on a donc préparé un contrat de mariage? Là, c'est intéressant pour vous, c'est opportun pour vous d'aller sortir ce contrat de mariage, même de vérifier si vous avez accès à ce contrat de mariage, parce que nombre d'époux comme ça, dans des périodes incertaines, ne savent même plus où se trouve ce document. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. On vous donne des règles de base. Et ce contrat de mariage, si vous l'avez, lisez-le. Voyez s'il y avait déjà des clauses de mobilité, s'il y avait déjà quelque chose qui tenait compte de votre parcours d'expatriation. Deuxièmement, s'il n'y a pas de contrat de mariage, posez-vous la question de où avons-nous habité juste après le mariage? Ça, c'est fondamental pour l'analyse que nous ferons après. C'est-à-dire, c'est le critère de la première résidence qui va déterminer le régime matrimonial. Vous pouvez être deux Français, mais mariés ayant vécu à Shanghai pendant, peu importe, 2 ans, mais tout de suite après votre mariage. C'est donc le régime matrimonial chinois qui s'appliquera. Et, euh, et comme le disait Sophie aussi, il y a de la mutabilité. Donc, il faut vous poser des questions. Et bien entendu, au cours de ce rendez-vous, dans cette deuxième partie de rendez-vous qui est un peu plus, vous voyez, on rentre en profondeur, on vous aide. Vous nous dites où vous êtes marié, vous nous dites où vous êtes, vous avez habité, et on vous aide et on identifie ce régime matrimonial. J'ajouterais, parce que
vraiment, on veut pas faire de cours de droit. Ce régime matrimonial, c'est comme des règles du jeu, en fait. C'est comment va se passer la conversation avec mon conjoint si nous nous séparons et comment ça va se passer avec les professionnels, les avocats, les notaires. On va tous appliquer les mêmes règles du jeu. Donc, c'est déterminant pour vous de savoir si vous jouez au Monopoly ou au Milborn. Et donc, c'est important et nous, on sait déterminer tout ça. Deuxièmement, une fois qu'on a identifié quel est votre régime matrimonial, eh bien, on va pouvoir vous dire, ah, déjà, si vous êtes propriétaire d'un bien, si vous avez reçu des biens avant le mariage, etc., on va pouvoir déjà construire comme un chemin, comme un parcours du partage des biens, du partage des comptes bancaires et autres. Donc, c'est pour ça que on commence par cet aspect qui est un peu technique mais qui va vous aider par la suite. Ensuite, on écoute le parcours professionnel de celui des deux époux qui nous parlent. Et ce qui est très important, évidemment, c'est l'hypothèse d'un parcours professionnel qui est abandonné par un conjoint qui a suivi. Donc, la situation professionnelle, au-delà de la situation patrimoniale, est un élément très important puisque, bien évidemment, vont se poser la question des compensations. Donc, ça, c'est un sujet qu'on va aborder également. Pour les régimes matrimoniaux, je voulais juste ajouter une petite chose aussi, mais c'est vraiment technique et on pourrait en ajouter tout le temps, que certains pays ne reconnaissent pas les contrats de mariage et partagent le patrimoine en dehors des contrats de mariage même signés. C'est donc cette problématique première sur le patrimoine qui est fondamentale. Et ensuite, donc, c'est le patrimoine, les revenus, les enfants, s'il y en a. C'est toutes ces descriptions. Je pense que Valérie, tu voulais peut-être parler des enfants. Oui, voilà. Une fois qu'on a parlé voilà, de votre régime matrimonial, le deuxième bloc qui s'impose comme ça à ce stade de notre entretien, et pour comprendre, on va vous demander, si vous avez des enfants, leur âge, leur pays de résidence actuel, si vous avez peut-être un enfant majeur qui est rentré à Paris faire ses études, si vous en avez d'autres mineurs qui sont avec vous. Et pour qu'on comprenne bien la structure de votre famille, parce que ça va vous aider à comprendre quelles sont vos possibilités d'accord avec votre conjoint, avec l'autre parent. Euh, il y a des principes. Il y a des principes qui font que vous avez le droit de vous organiser en tant que parent pour les droits de visite, fixer le lieu de résidence, mais il faut quand même, et c'est là où on va vous apporter la richesse de nos expériences dans des pays tellement variés, selon les pays, selon le lieu de résidence de l'enfant au moment du divorce, eh bien, vous aurez plus ou moins de latitude pour décider. Notamment, euh, il y a un principe, c'est on ne sépare pas les fratries. Par exemple, s'il y a des enfants mineurs, on ne va pas séparer. Dans certains pays, par exemple le Sénégal, que je connais un peu, eh bien, les enfants vont rester avec leur maman vraiment jusqu'à avoir 10 ans, 11 ans quelquefois. En Allemagne, l'âge de discernement de l'enfant pour définir quelle est la volonté, la part de la volonté de l'enfant à décider où il veut vivre, est beaucoup plus jeune qu'en France. En France, c'est autour de 7 ans. Donc, tout ça, eh bien, en parlant avec vous, en identifiant le pays dans lequel vous vivez maintenant, eh bien, on va vous aider à définir ce que vous pouvez faire. Et voilà, donc toujours dans la recherche d'accords. Et donc la résidence de l'enfant, elle est fixée chez un des parents et il faut définir les droits de visite de l'autre parent. Sachant, pour avancer vite également, que vraiment on pratique et ça fonctionne tellement bien dans l'accord dont on va parler plus tard, dans l'accord de divorce, vous pouvez mettre situation 1, tant que monsieur et madame vivent dans le même pays, voici les droits de chacun pour les droits de visite. Dès qu'il y a un des parents qui quitte le pays, et vous voyez, et vous faites comme ça évoluer. On vous propose des accords qui sont évolutifs et qui tiennent compte de ce que vous souhaitez et de ce qui convient le mieux à vos enfants.
Donc voilà, c'est en cela que c'est important de vous écouter et de voir après qu'est-ce qui fonctionnera bien pour les enfants. Et savoir ce qui fonctionnera bien, c'est donc pour les enfants et pour les parents, parce que par exemple en Turquie, c'est l'autorité parentale exclusive à la mère, en Chine, on sépare les fratries. Donc se posera pour vous la question, oui, mais ok, pourquoi je divorcerai pas éventuellement quand même dans le pays où j'habite? Et parfois, enfin, je reçois, et Valérie aussi, des personnes qui ont déjà un avocat dans un pays local avec un questionnement par rapport à justement, est-ce que je divorce dans ce pays ou est-ce que je divorce pas dans ce pays? Je vous parlais tout à l'heure des questions d'ordre public. Bon, parfois, il n'y a pas de problème d'ordre public et ce qu'on propose de faire, justement, on soit pas soumis, mais que le consentement des personnes soit éclairé, c'est des rendez-vous à trois, en fait, avec l'avocat local. Donc, on fait un rendez-vous avec le client français en Australie, avec son avocat australien, et on discute et on voit ce qu'on peut faire. Et donc, quel est aussi donc l'intérêt des enfants, l'intérêt des parents et l'intérêt global patrimonial de la famille euh, par rapport à tout ça. Maintenant, s'il s'avère que c'est le droit français et qu'il y a un accord pour le droit français, je pense qu'on peut aborder du coup la manière dont on envisage les particularités du droit français par rapport à la majorité des droits étrangers, les compensations. Oui, sachant que peut-être pour abonder dans ton sens, euh, si on prend l'exemple de la pension alimentaire, puisqu'on est des enfants, ce qu'on appelle la contribution alimentaire à la charge du parent qui n'en a pas la garde principale, typiquement notre offre, que vous ayez la maîtrise de tous les accords qui est soumise après au juge français qui va prononcer votre divorce, elle est manifeste euh, parce que si vous décidiez de ne pas faire un divorce amiable, on va dire, devant le juge, vous prenez le risque que le juge du pays local ou du juge français même ne prenne pas en compte vos paramètres de vie locale. Et typiquement, c'est un juge qui va ne pas comprendre le coût des études supérieures et j'ai vu beaucoup de couples comme ça se séparer, se retrouver devant un juge français qui ne comprend pas et qui ne valide même pas les accords, qui ne prévoit même pas à la charge d'un parent sa contribution pour les charges d'études supérieures, tellement les frais lui paraissent exorbitant. Donc, c'est un des exemples. Donc, c'est important dans notre processus de règlement amiable de votre divorce que vous gardiez on va dire, la maîtrise des accords et que ça corresponde bien à votre réalité. Le prix du Nutella n'est pas le même à Pointe-Noire, peut-être à Nouméa et à Shanghai. Et le coût de la vie, j'ai pris un exemple amusant, mais en fait, les charges pour les enfants, les couches culottes, tout ça, toutes ces choses qui rentrent en compte pour déterminer le montant de la contribution alimentaire. Tout ceci, ça sera fait avec votre conjoint qui connaît la même réalité que vous. Et ça, c'est important. Et nous, on ira documenter et vous accompagner dans ce processus. C'est un exemple un peu long, pardon, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est important que vous fassiez du sur-mesure et non pas du judiciaire sans maîtrise du contexte. Voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je peux rebondir Ajouter sur quelque un chose? point, c'est que par exemple en Nouvelle-Zélande, à 18 ans, il n'y a plus de pension alimentaire. Donc ça veut dire que un juge français qui ne prévoit pas des choses à l'avance, eh bien, risque donc de rendre une décision qui peut être éventuellement inapplicable. La diversité des législations dans les pays du monde nous étonne chaque jour. Donc, c'est pour ça que on est là pour vous accompagner. Et donc, on arrive à la troisième partie de notre rendez-vous virtuel. Et là, on est là aussi pour, donc
je suis avec vous et je vais vous écouter si vous avez des questions urgentes, parce que un divorce, ça se réfléchit, quelquefois vous n'êtes pas encore prêt, mais vous avez des questions tout de suite urgentes à régler parce qu'un des conjoints est parti, votre conjoint est déjà parti, ou parce que le logement est fourni par l'employeur, et comment ça se passe à partir du moment où il y a une séparation. Donc, on a listé des exemples d'urgence, typiquement le logement. Là, on fait du sur-mesure. C'est-à-dire que vous allez peut-être me dire, et c'est là où on va enrichir notre propos avec nos expériences, un couple, le conjoint s'en va, abandonne la famille ou change de pays, eh bien, le logement qui était pris en charge par l'employeur, tant que comment ça va se passer pour vous? Et donc c'est là où nous, on a des techniques, on peut travailler sur des documents et on va vous aider à sécuriser cette période de transition. C'est-à-dire que soit on négocie avec votre conjoint pour qu'il vous verse une pension alimentaire pour vous permettre de louer un autre bien, soit on va obtenir avec l'employeur de monsieur ou de l'autre conjoint, eh bien son autorisation pour que vous restiez dans les lieux jusqu'à ce que vous rentriez en France ou autre. Mais c'est la même chose avec les visas dont Sophie va parler. Oui, enfin, toute la problématique des urgences doit bien sûr être abordée, d'où l'intérêt effectivement de réussir à établir ou rétablir un dialogue sécurisé dans le cadre d'une négociation, puisque finalement c'est l'intérêt, surtout quand il y a des enfants bien sûr, c'est l'intérêt des deux parents. Et en fait, nos échanges sont faits en sécurité. Ça, c'est un petit point qui est, enfin, un point qui est quand même important, surtout pour toutes ces mesures d'urgence. Donc, je vois qu'on a perdu nos slides qui vont revenir, mais les mesures urgentes, c'est aussi les contributions, les comptes joints, faut-il déjà prendre de l'argent, faut-il comment on gère la situation urgente. Ça, c'est bon, on va pas faire un exposé là-dessus entier, mais c'est vrai que ça, c'est absolument important d'identifier les problèmes urgents. Une fois que les problèmes urgents sont identifiés et on essaie de trouver une solution qui peut même éventuellement aller jusqu'à saisir la France en urgence d'une procédure, hein. Donc, toutes les options sont à prendre en compte, surtout parfois là, on évoque les hypothèses où on a été contacté par un client et que finalement le conjoint choisit Valérie ou un des conjoints choisit Valérie et l'autre me choisit. Du coup, on a cette discussion de confiance pour avancer de manière sécurisée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout ce qui est contentieux ne fait pas partie du Absolument. d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre offre est intéressante, parce que imaginons un avocat français qui est totalement, on va dire, qui ne connaît pas du tout cette problématique des visas, c'est-à-dire vous êtes marié, vous êtes accroché, adossé au visa de votre conjoint. Un avocat français, jamais on peut travailler avec lui pour négocier, etc. Alors que avec Maître Weber et moi, on sait très bien que s'il y a un des époux qui est en difficulté, on va prendre ça en compte dans la négociation, dans l'intérêt commun, bien entendu, mais ça fait partie typiquement des cas qu'on peut traiter également la mutuelle, enfin, enfin, l'assurance, l'assurance maladie, c'est ça. Voilà, et on ne peut pas vivre à l'étranger et être privé, parce qu'il y a une séparation, de l'accès à la médecine, aux soins. Si vous êtes en Thaïlande ou peu importe où vous êtes, vous avez besoin, même si votre conjoint a quitté le domicile conjugal, il vous faut une sécurité. Et ça, Sophie et moi, on va l'intégrer dans nos accords. Donc ça, Voilà.
fait les points d'urgence à régler. Maintenant, peut-être qu'on peut aborder les conséquences du divorce dans leur ensemble et les modalités de formalisation, peut-être, les Juste lois. une chose, c'est juste que bien entendu, lorsqu'on se sépare, on ne sait pas, on n'est pas, vous êtes peut-être pas encore sûr de tout. Euh, on peut faire des accords pour des périodes transitoires, c'est-à-dire pendant les 6 prochains mois, on va vous rédiger un accord, on appelle ça des conventions parentales, et c'est vraiment provisoire, mais ça sécurise, ça apporte un peu de soutien, un peu de cadre aussi quand il y a beaucoup de tensions, et on sait faire ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous venez nous voir et qu'on parle que tout va être définitif. Au contraire, on est là on avance à vos côtés, on vous accompagne en période critique et vous prenez le temps. Vous aurez le temps de décider ce que vous voulez. Et donc, ça nous conduit à la question des droits à compensation. Voilà, donc pour compléter juste en 2 mots ce que tu viens de dire, en fait, on part des points d'accord et après on règle les points de désaccord au lieu d'être forcément focus sur le désaccord, ce qui permet de faire des conventions parentales, mais aussi des conventions entre époux provisoires pour dire que pendant les X mois à venir, il est prévu que le logement restera alloué, que le visa restera, famille restera maintenu, que le conjoint sera toujours conjoint sur le contrat de travail expatrié de l'un ou de l'autre. Donc ça c'est aussi un point important qui contribue à apaiser les craintes, car évidemment la période entre la décision de se séparer et la finalisation de tout est forcément extrêmement anxiogène. Donc voilà, alors les droits à compensation, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est très réglementé par la loi française, hein, dans la mesure où si un des conjoints a une situation défavorable parce que un abandon de carrière pour suivre l'autre conjoint, parce qu'une activité professionnelle moins rémunératrice, ça peut être dans les deux sens naturellement. Il se pose la question des droits à compensation, ce qui s'appelle la prestation compensatoire en droit français, qui n'existe pas dans tous les droits, même si de manière indirecte, des compensations qui n'en sont pas vraiment, mais peuvent intervenir dans le cadre des liquidations de régimes matrimoniaux euh, quand les contrats sont pas respectés pour un peu d'equity. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, Et d'ailleurs, si je puis intervenir, je pense que la prestation compensatoire, qui est souvent confondue avec la pension alimentaire, un des conjoints va considérer que parce qu'il donne de l'argent pour les enfants, il n'a pas à verser cette prestation compensatoire. Donc déjà, pendant le rendez-vous, on vous explique vraiment la finalité. Et c'est vrai que la prestation compensatoire, elle représente une source d'indemnité quelque part un peu utopique, ou elle fait peur à l'autre conjoint. Et c'est en cela que je voulais juste intervenir pour dire qu'elle est très encadrée, elle est prévue par le Code civil, qui a des critères très précis, et que l'exemple le plus manifeste, c'est lorsque un des conjoints a suivi l'autre et qu'il n'a pas cotisé pour sa retraite. Ça vraiment, cette prestation compensatoire, elle va être calculée selon des méthodes très, très définies pour voir, une fois le divorce prononcé, pour qu'il y ait voilà, une somme d'argent qui sera destinée à compenser le défaut de retraite. Mais comme vient de le dire Sophie, aux États-Unis, les juges quelquefois mettent de côté le régime matrimonial, y compris les contrats de mariage, et coupent en deux au nom des equity, le fameux principe, et les patrimoines. Et donc vous pensez que ne pas aller divorcer en France, ça vous permet de vous protéger de la prestation compensatoire, mais comme vient de le dire Sophie, vous n'êtes plus du tout à l'abri d'un juge nord-américain ou peut-être autre pays qui va trancher et qui va accorder beaucoup plus que vous n'auriez eu en France. Voilà, pardon pour cette intrusion. non, mais, c'est bien, voilà, c'est le cas dans pas mal de pays du common law, c'est le cas en Australie notamment. Donc effectivement, on est sur des incertitudes.
Et on peut être sur des accords qui sont retoqués par un juge, hein, à la différence, ce qu'on disait tout à l'heure, des accords qui sont pris en droit français. Les accords sont validés, sont homologués par le juge et par une décision qui s'impose dans tous les pays, donc, puisqu'il s'agit d'un jugement. Très bien. Voilà, donc ça fait partie Voilà. d'une De grosse notre partie. savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous dire quel est votre intérêt et puis trouver des terrains d'entente. Il ne faut pas que ça inquiète. Et voilà, et c'est pour ça qu'on arrive au cœur de notre offre, au cœur de notre métier. Et c'est là où on a vraiment une plus-value. Parce que, vous voyez, ce rendez-vous, là, on arrive dans la troisième partie. On vous a écouté, on est allé un peu en profondeur. Maintenant, on va vous proposer des choses avec notre première analyse, bien sûr. Et voilà, et on est là pour dire, il y a une possibilité de trouver la meilleure façon de sortir de cette problématique conjugale. Moi, je dirais que un accord, ça ne veut pas dire que vous renoncez. Un accord, c'est un processus d'échange où chacun manifeste ce qu'il souhaite. Donc, vous dites exactement ce que vous souhaitez. Vous manifestez aussi ce que vous ne souhaitez pas. Et pendant quelques semaines, plusieurs mois, on prend le temps de trouver, avec des techniques de négociation raisonnées, on arrive à faire en sorte que monsieur et madame, vous vous rejoigniez et que l'accord, il repose sur quelque chose qui vous satisfasse tous et nous aussi. Et c'est pour ça que Sophie va vous parler de l'importance de votre volonté quand même au départ que ça se passe bien. Oui, eh ben, la volonté que ça se passe bien, parfois ça démarre avec une grosse incertitude à ce sujet. Bon, parfois ça n'aboutit pas, hein, les accords, mais globalement, quand on aborde une démarche qui est assez faire, on obtient un peu la même chose de l'autre côté et ça avance à condition évidemment d'avoir un avocat partenaire qui est dans la même démarche, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on l'a déjà dit. Et en fait, après avoir identifié les points d'accord peuvent être un premier point d'accord qui est de divorcer sans évoquer les motifs, par exemple. Donc, enfin, ça suppose, hein, le divorce amiable. Eh bien, donc là, il y a un document qui est signé, hein, qui est signé et qui acte une volonté de divorcer sans évocation des motifs. Après, on a une convention qui détermine les conditions de la séparation et l'organisation de l'avenir. Donc, ça s'appelle une convention, c'est joint à une requête, c'est un document qui est soumis au juge. Et ensuite, on a une audience. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de vous déplacer, que tout est fait signé à distance. Et ensuite, on obtient un jugement au bout d'un certain temps. Donc, notre offre, c'est celle-là. Elle se décline de plusieurs manières. Donc, on discute. C'est en fonction de votre situation. C'est en fonction de la volonté d'aller vite. C'est est-ce que vous avez déjà quasiment des accords. Surtout, est-ce qu'il y a une problématique de patrimoine partiellement en France, partiellement à l'étranger? Que vont devenir les biens? Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, qui pourrait faire à lui seul l'objet d'une conférence, tellement c'est parfois complexe. Et voilà, je pense on vous a fait un peu le tour de ce qu'on aborde d'entrée de jeu avec vous quand on se parle, de manière voilà, libre d'échanger, puisque nos échanges sont confidentiels et que même lorsque on est l'une ou l'autre avocat d'un des deux conjoints, je vous rappelle qu'on a le secret professionnel. Donc on défend chacun son client, son conjoint. Donc là, c'est tout à fait dans le respect de nos règles déontologiques. Mais après, on œuvre dans le même sens. Voilà. Donc en fait, on aime travailler comme ça parce qu'on construit des accords et en fait, ben, ça marche. Voilà. Donc je sais Bien. pas ce que tu veux ajouter, Valérie. Même chose, c'est-à-dire que c'est comme c'est comme on est comme des outils mis à votre disposition
et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, si vous voulez, c'est compatible. On a malheureusement trop de dossiers, trop de cas où l'avocat en face ne veut rien entendre, est bloqué, n'a pas d'expérience, avance avec des ornières et elle bloque. Et ça vous coûte cher en procédure, ça coûte beaucoup d'énergie aussi et beaucoup de frustration. Certes, notre processus, donc notre offre de divorcer de manière simplifiée, de manière amiable, c'est aussi des semaines à bien écouter tout le monde et à trouver des accords. Ça prend du temps, mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est trouvé, ce qu'on va soumettre au juge ne sera jamais remis en question par le magistrat. Vous aurez un jugement qui pourra circuler partout parce que on est passé un peu vite, mais vous verrez sûrement sur les réseaux sociaux que on va vous parler d'un divorce par consentement mutuel sans juge, etc. Ça n'est pas possible, ça n'est pas conseillé, et tous les experts en droit international privé vous diront qu'il faut vraiment une décision de justice qui circule partout, qui puisse être exécutée et qui soit sécurisé. Donc En voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et en général, l'entretien se termine comme ça. Vous vous engagez à rien et vous prenez le temps. Et si vous avez confiance, si vous avez envie d'aller un peu plus loin encore, là commence le temps de vous faire une consultation vraiment approfondie. Et si ça va encore bien, on vous soumet un devis professionnel, un devis d'honoraires, une convention d'honoraires. Et là, on commence à travailler et on vous accompagne. Voilà. Et maintenant, Romain va peut-être nous dire si on a des questions. Et oui, on a des questions. La première, c'est bonsoir. Comment cela se passe si on opte pour un divorce en France, mais que le conjoint lance une procédure, soit dans le pays de résidence, soit dans son pays d'origine en parallèle? Alors, Litispendance. déjà, pays d'origine, ça peut arriver. Ça nous est arrivé. Pays d'origine qui n'est pas en général compétent. Ça peut arriver et quand les négociations ne sont pas sécurisées, quand on n'est pas certain d'avancer de manière sécure, voilà, ça peut arriver qu'on soit obligé de se dire on va saisir la France sans le dire parce que ça peut arriver que l'autre partie saisisse le pays local sans nous le dire. Et comme dit Valérie, ça s'appelle la litispendance. Et là, c'est parti pour beaucoup de temps de procédure, beaucoup Oui, de frais. Il faut oui, oui. vérifier si la Euh, citation est valablement délivrée dans le pays. Est-ce que le pays est compétent parce que voilà, c'est... c'est ça. Voilà, il faut. Là, vous avez la possibilité. Déjà, ce sera le premier qui a déposé qui est compétent, et c'est pas forcément le premier qui a déposé qui peut être recevable parce qu'il y a des règles de droit qui s'appliquent. Donc là, même chose. Il faut faire une analyse de votre situation, de l'autre procédure, et on peut y répondre. Parfait. Bonjour, avez-vous de l'expérience du droit grec? Merci. Alors, je vais vous répondre. Je ne sais pas, Valérie, si tu connais le droit grec. En fait, il y Non, a j'avoue, tellement non, de non, non. pays sur la planète qu'on commence à avoir quand même un panel. Mais avec nos associations internationales, de toute façon, on a toujours un interlocuteur parce qu'on ne peut pas prétendre connaître le droit de tous les pays du monde, même un pays voisin qu'on connaît. Donc, enfin, moi, Alors, sachant personnellement, que, je n'ai pas ouais. eu de dossier avec la Grèce, donc ça manque encore ça manque sur ma carte, monsieur ou Et madame. typiquement, là, dans une configuration, parce que vous pensez bien n'a pas la maîtrise de tous les pays, comment ça se passe? Moi, par exemple, je suis beaucoup saisie en ce moment des dossiers de Géorgie. Je ne connais pas le droit géorgien. Comment ça se passe? Déjà, on fait cet entretien. On vous écoute, on identifie les règles de droit. D'accord? Si vous avez des critères qui peuvent retenir la compétence française, on peut continuer à travailler ensemble. Et ce qui sera différent pour vous, c'est qu'on ira faire une analyse avec le réseau dont vient de parler Sophie, ou avec la base de données avec laquelle on travaille et qui est une base de données incroyable où il y a tous les régimes juridiques, tous les codes de la famille accessibles. Et on ira faire une analyse comparative
du droit applicable à la question des enfants, pension alimentaire, etc. Et ça, on sait faire. Et à la limite, je vous dirais, presque c'est peu importe le pays, on va aller à la source et on fera une comparaison et vous en serez informé et vous comprendrez autant que nous. Et on fait des discussions avec l'avocat local qui est seul habilité à donner juridiquement une réponse sur ce droit. Absolument. Nous-mêmes n'avons pas le droit de consulter dans un autre droit et on travaille en collaboration avec les avocats locaux. Sauf quand il n'y a pas besoin, puisqu'on n'est pas du tout sur du local. Mais sinon, c'est obligatoire. Parfait. Bonsoir. Est-il possible de refuser que l'enfant soit gardé par les grands-parents quand le conjoint a son droit de visite? Alors oui, tiens, je peux prendre la main. Alors en fait, il faudra celui qui a le droit de visite, il est libre de l'organiser comme il le veut. La limite étant, si l'enfant ou les enfants, je crois qu'il y a plusieurs enfants, c'est ça, eh bien, sont en danger ou si le comportement d'un grand-père ou d'une grand-mère n'est pas acceptable. Si, voilà, la limite, ça va être ça et appartiendra aux parents qui considèrent que la proximité, la présence du grand-parent ne convient pas d'en rapporter la preuve, d'essayer une démarche amiable, et si ça ne fonctionne pas, de saisir le juge du pays où se trouve l'enfant. Sophie, tu valides? Ah, bien. Euh, Serait-il possible de laisser un droit de garde uniquement faisable au Maroc et sans que les enfants dorment ailleurs qu'au domicile habituel? Là, la question est un peu imprécise. Le domicile habituel, ça voudrait dire que un droit de visite et pas un droit d'hébergement. Je sais pas. Non, je ne sais pas si la personne peut préciser, mais ça dépend de l'âge de l'enfant, par exemple. Ça dépend de l'âge. Si c'est un jeune bébé, oui, une maman peut dire non, l'enfant ne va pas dormir ailleurs parce que les jeunes enfants, ils souffrent beaucoup des changements de domicile. Donc, si c'est ça l'argument, par exemple, oui. Si c'est plus parce que le père vit en colocation et qu'il n'a pas de lieu d'accueil confortable, oui, c'est une cause aussi. Mais c'est toujours un peu la même chose. Il faut que le parent qui n'est pas satisfait avec ce qui se fait de l'autre côté, ben, puisse expliquer pourquoi et des motifs légitimes, parce qu'un droit de visite, c'est un droit fondamental. Et voilà, mais s'il y a des causes réelles et sérieuses, oui, absolument. Et tenter toujours à l'amiable, et puis dans un deuxième temps, saisir le juge du pays de résidence de l'enfant. Et du coup, ça dépendra de la loi du pays de résidence. Voilà, c'est pour ça que... Voilà. Parfait. Euh, Peut-on vous saisir si une procédure est déjà engagée en France, mais qu'elle est bloquée au niveau de la garde des enfants qui résident à l'étranger et que le tribunal français n'est pas compétent en la matière? Doit-on lancer une procédure dans le pays de résidence en parallèle? Est-ce que c'est dans le cas d'un divorce, c'est ça? Excusez-moi, Romain, Oui, je D'accord. pense. Alors déjà, nous, on est souvent saisis par des personnes qui ont commencé un divorce en France avec un confrère et qui vient voir Valérie ou qui vient nous voir parce que ça n'a pas avancé compte tenu des contraintes de droit international qui n'ont pas forcément été abordées. Maintenant, donc, est-ce qu'on peut continuer, pas continuer? J'ai pas bien compris le sens de la question. Maintenant, si la France est définitivement pas compétente, il faut voir, hein, il faut voir les documents en fait, hein. Il faut voir comment ça a été engagé. Est-ce que la France était peut-être quand même compétente, mais que c'est compliqué là, on peut En fait, pas. oui, alors, c'est sûr, on ne peut pas faire de consultation trop précise, mais quand même, pour répondre à votre question, c'est madame ou monsieur, je ne sais pas, mais oui, on intervient toujours et souvent dans des situations, comme vient de dire Sophie, très bloquées, parce que justement, on sait débloquer, c'est ce qu'on aime faire, on aime sortir les gens de l'impasse ou de mauvais chemins. Euh, En fait, le juge français peut être compétent pour le divorce et pour la question des enfants, mais pour cela, il faut un processus, il faut un accord amiable, il faut l'accord des deux,
pour reconnaître au juge la double casquette, la double compétence. Tu es d'accord, hein, Sophie? Donc là, Absolument. visiblement, il y a eu un mauvais accompagnement et malheureusement, ils sont en tension. Et c'est ça qu'on évite, nous. On évite des tensions à un moment donné où c'est le juge qui va prendre le pouvoir et qui va trancher. Et vous serez insatisfait parce qu'au final, la question des enfants n'est pas résolue. Peut-être que votre divorce ne sera pas bien passé. Et la frustration pour l'après-divorce, c'est l'horreur. Et nous, quand vous avez terminé avec nous, on n'a rien détérioré, on n'a rien gâché. Le lien, il est toujours là. En tout cas, c'est notre effort. Parfait. Alors, j'en ai profité aussi pour mettre les emails de Maître Maurice Weber et Chamontin dans le chat. Donc, si vous souhaitez les contacter pour voilà, des cas un petit peu plus privés que vous ne souhaitez pas aborder ici, n'hésitez pas. Pour les gens qui regardent ce webinaire en replay sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Facebook, leur contact sera juste dans la description, peut-être par là, peut-être en dessous. Euh, donc, vous en faites pas. Et si jamais, comme dans tous les webinaires qu'on organise, vous n'arrivez pas à trouver un contact et que vous nous regardez en replay, vous avez juste à écrire à n'importe quelle adresse de français-à-l'étranger.fr et en fait, on vous répondra ou on transférera directement votre email à Sophie et Valérie. On a une autre question. Vivant au Maroc et établi au Maroc, j'aurais aimé savoir si le tribunal au Maroc peut donner droit à une pension compensatoire si je décide de lancer la procédure de divorce au Maroc plutôt qu'en France, qui apparemment prendrait plus de temps, donc en France, je Ah. crois. Moi, j'étais au Maroc la semaine dernière et là, en fait, euh, alors je ne pense pas qu'il y ait de prestations compensatoires comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure. La durée des procédures, elle est peut-être plus rapide au Maroc, ça je ne saurais pas dire. Mais si vous voulez, la prestation compensatoire, elle n'aura pas le je pense que c'est une autre compensation dont il s'agit au Maroc, alors que la France, c'est vraiment si le divorce crée une disparité. Donc, ça aussi, ça fait partie des réponses qu'on peut apporter, mais il nous faut un peu plus d'éléments. Parfait. Je précise qu'ils sont deux Français mariés au Maroc. Loi applicable sera française ou marocaine. D'accord. Alors, ils peuvent demander au juge marocain d'appliquer la loi de... Alors là, vous voyez, on avait commencé par des questions. Il faut d'abord déterminer le régime matrimonial et effectivement, le juge marocain peut appliquer le régime matrimonial du couple. Mais tout ça, c'est un fil chronologique, il faut vérifier. Mais c'est possible de divorcer d'être deux époux français et de divorcer au Maroc, ça fonctionne, on l'a vu. Donc c'est tout à fait possible. Et quant aux délais, pour répondre de façon plus générale, les délais de procédure en France, si vraiment vous êtes deux époux, vous êtes d'accord sur tout, nous travaillons très rapidement, chacune. Et vraiment, entre le moment où vous consultez une d'entre nous, et puis on commence la négociation, et après il y a une date d'audience et le jugement, ça peut être moins de 9 mois. Après, ça Parfait. dépend aussi des tensions, des difficultés à régler. Et du tribunal qui est compétent, s'il y a des biens, on est obligé, s'il y a des biens Voilà. en France, on va auprès du tribunal où se trouvent les biens en France. S'il n'y a pas de biens en France, notre tribunal. On est pris ou on va où on veut dans ces conditions. Ouais. Donc, Parfait. Ça répond du coup à la question qu'on avait sur les réseaux de combien de temps prend une procédure, donc 9 mois, Neuf mois au mieux. au mieux, mais quelquefois, on peut passer une année à trouver les meilleurs accords. Et dès que les accords sont scellés, là, le processus judiciaire est rapide. Euh, pour ma part, puisqu'on a aidé beaucoup de personnes depuis notre dernière présentation qui était orientée vers l'Amérique du Nord, on a pu accompagner beaucoup de personnes. Mais malheureusement pour certains d'entre eux, la justice française a eu, devant certains tribunaux, des retards par manque de juges, par manque de personnel judiciaire. Et là,
C'était pas notre propre fête, mais donc là, il y a eu quelques décalages. Parfait. Euh, un divorce prononcé en France est-il automatiquement reconnu dans mon pays de résidence en Afrique? Alors, il y a des... Bah non, mais moi, je veux juste te dire, après, je laisse la parole à Sophie. Il y a des conventions de reconnaissance. Il y a des pays signataires. Le Sénégal est un pays signataire d'une convention de reconnaissance des jugements de divorce. Donc, ça circule bien. Et puis, il y a d'autres pays. En Europe, ça circule bien, bien entendu. Et en Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire aussi. Mais le Sénégal, c'est sûr. Parfait. La personne n'a pas précisé son pays, hein, je pense pas. Non. Est-ce que vous avez une réponse à donner sur comment la pension alimentaire se calcule quand on vit au Maroc? En dirham. J'y étais la semaine dernière, mais En fonction, je crois que c'est un peu sur Terre, c'est en fonction des besoins et des facultés contributives. Donc, donc là, la personne qui est en demande d'une pension alimentaire, elle doit faire, mais partout dans le monde, c'est la même chose. Il faut faire enfant par enfant un tableau. Je te laisse reprendre la main si tu veux, un tableau oui, avec le oui, détail. oui, voilà, on détermine quels sont les besoins et ça, c'est les besoins, les capacités contributives, enfant par enfant. Est-ce qu'ils sont étudiants? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils sont petits? Hmm. Est-ce que tel ou tel parent travaille ou non? Enfin, c'est voilà. C'est ça où on va vous aider parce qu'on fait presque du coaching. On va vous aider même à préparer ce genre de choses. On va pas vous dire donnez-moi les ressources ou on va vous dire ben voilà, on vous donne un tableau par exemple et vous allez le remplir et on va vous conseiller de garder tout justificatif pour montrer combien vous dépensez en vêtements, combien vous dépensez en alimentation et on va vous aider à documenter votre situation, parce que soit la négociation se passe bien et l'autre parent acceptera, consentira mieux à participer à hauteur de ce que vous demandez parce que vous lui avez documenté, vous montrez les justificatifs. Et si la négociation se passe pas bien, devant un juge, ça sera fondamental de montrer ce que vous avez préparé. Donc, dans tous les cas, se préparer, anticiper, documenter, c'est ce que Sophie et moi, nous faisons. On vous aide à faire, pardon. Alors, la question que tout le monde veut savoir, Combien? quels sont les coûts à prévoir pour un divorce amiable à distance, honoraires, frais administratifs, frais de notaire? Alors, tu commences? Bah, sachant que déjà, on essaye de pratiquer quelque chose qui va peut-être vous faire plaisir, c'est qu'on essaye d'être au même niveau, l'une et l'autre. C'est-à-dire que si on travaille ensemble, il faut que l'un et l'autre des époux, enfin les deux époux, aient les mêmes frais d'honoraires, d'accord? Parce qu'on a cette volonté de faire quelque chose d'harmonieux. Après, les honoraires, ça va dépendre de, avez-vous des patrimoines? Y a-t-il du patrimoine complexe? Parce qu'on n'a pas parlé, mais on intervient pour beaucoup d'entrepreneurs ou des gens qui ont des SCI immobilières, donc où là, il y a un travail. Donc, on fait nos conventions d'honoraires en fonction de la difficulté et on prévoit. Tout le monde ne paiera pas la même chose. Si vous êtes deux époux sans enfants, sans patrimoine, bien entendu, ce sera moins cher, entre 3 000, 3 500 euros, pour donner des informations concrètes. Mais bien entendu, s'il y a du contentieux, s'il y a des difficultés, ben voilà, il faut rajouter à chaque fois un peu plus d'honoraires. Mais on travaille en transparence, comme notre déontologie nous l'impose. Vous aurez une convention d'honoraires. Et on est très compétitif par rapport à un avocat à Shanghai, par rapport à un avocat à Miami, par exemple. On est très, très compétitif. Alors, c'est du sur-mesure, effectivement, quand il y a deux personnes qui sont mariées depuis 2 ans, qui ont chacune leur résidence, voilà, c'est très simple, c'est pas cher. Après, la question portait aussi, par exemple, sur les frais de notaire.
Donc, effectivement, s'il y a un partage qui doit être fait d'un patrimoine qui est situé en France, voire d'un patrimoine qui est situé en France et à l'étranger, auquel cas il y a des taxes à payer, à savoir 1,1% sur le patrimoine mondial avec des honoraires de notaire. Donc ça, c'est un autre débat, ça devrait aussi faire l'objet presque d'une conférence dédiée, car parfois, s'il y a des biens à l'étranger mais pas de biens en France, dans ce cas-là, on peut imaginer que la liquidation du régime matrimonial se fait dans le pays dans lequel se trouvent les biens, et il n'y a pas besoin de recourir à un notaire qui fera une convention d'indivision ou autre d'un bien qui est aux États-Unis ou ailleurs. Donc ça, c'est un vrai sujet, donc ça dépend. Et après, ça dépend des accords. Si tout le monde est d'accord tout de suite, mais qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, il y a des accords qui n'en sont pas, dans ce cas-là, on peut prévoir un honoraire fixe, forfaitaire, et éventuellement un honoraire de négociation quand on n'en finit pas de discuter. C'est vraiment du sur-mesure, ça dépend aussi des facultés des personnes, enfin, c'est pas uniquement, mais et voilà, c'est du sur-mesure. Donc on va dire c'est à partir de 3 500 euros. Parfait. Bon, on s'était donné 1 heure ensemble, donc voilà, on a Bien. fait le tour. Merci à toutes les deux. Et à En tout vous, cas, merci à tous. Merci beaucoup. ouais, parfaitement. Si jamais vous avez des questions, j'ai mis les contacts dans le chat. N'hésitez pas, voilà, pour tout cas précis, n'hésitez pas à contacter Sophie et Valérie. Et puis, sinon, je peux vous dire aussi que on a des webinaires toutes les semaines sur le journal des Français à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à vous connecter la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne soirée, bonne Merci journée si beaucoup. vous êtes ailleurs Merci dans le pour monde. À ceux confiance. qui nous ont écoutés, merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.